Hey yo, bienvenue à tous, ici l'avis de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Donc aujourd'hui on va parler de Snoop, de son dernier album et de son retour à Death Row, de son rachat de Death Row. Allez, c'est parti. Donc salut à tous, aujourd'hui je suis là pour vous parler du retour de Snoop Dogg dans Death Row, son rachat de Death Row et de son premier album qui est sorti sur Death Row du coup, sur son nouveau label. Voilà, ça va être en deux parties. Donc la première partie on va revenir un peu sur l'historique Death Row, sur le fait qu'il ait racheté tout ça. Et ensuite on va parler de l'album en lui-même, Back on Death Row. C'est parti. Alors, donc c'est parti. Donc là, on va parler de Snoop et de son rachat de Death Row. Donc, comme vous le savez peut-être, il a eu une semaine ou allez 2-3 semaines bien chargées avec le Super Bowl. Donc Dr. Dre, Snoop, Eminem, Kendrick, 50 Cent. Donc on va parler de ça vite fait. Donc pour moi, une prestation super lourde. Je suis resté jusqu'à 4h du matin rien que pour regarder. Franchement lourd. Des OG, on peut dire que c'est des OG, des quarantenaires, des cinquantenaires, représentent les quarantenaires. Et ils ont tué ça. De toute façon, avec Dr. Dre Manette, ça pouvait pas être que lourd. Ça ne pouvait être que lourd, pardon. Donc j'ai bien aimé, bon 50 Cent, sa presta, j'ai pas super kiffé on va dire. J'aime bien aimé Kendrick pour l'inventivité, donc représente la jeunesse. Snoop et Dr. Dre ils ont envoyé ça lourd. Mary J. Blige, elle a assuré. 50 Cent il m'a fait rigoler avec son truc bas à la tête. Tu voyais que c'était compliqué pour lui, il avait plus de souffle le gars. Mais bon, ça reste une bonne performance. Mais l'ensemble du show quoi était super lourd. Donc franchement, respect. Dommage que Snoop justement il n'ait pas joué des morceaux de son premier album. À part ça, c'était cool. Donc ensuite, il a enchaîné un petit peu avant ça, avant le Super Bowl, on a appris donc la sortie de son album, mais aussi le fait qu'il avait racheté Death Row. Donc au début, c'était que la marque Death Row. Donc on se disait, bon c'est bien, il a la marque Death Row, il allait faire du merchandising, etc. Mais en fait là, on vient d'apprendre là, récemment qu'il a aussi, maintenant enfin obtenu le catalogue Death Row. Donc il a racheté donc, tout son catalogue à lui, c'est-à-dire ses deux premiers albums. Donc c'est The Dog Favor et donc Doggy Style forcément. Toutes les compiles, Above the Rim, Murder Was the Case et tout ce qui s'ensuit. Je crois qu'il y a Poetic Justice, je crois aussi, qui est sorti sous Death Row. Donc il y a 2 ou 3 BO de films, plus les films de Tupac là, Gridlock et l'autre c'était quoi comme autre film, je me rappelle plus du film. Bref, donc il a pas pris le catalogue de Tupac parce que ça a été restitué à sa famille. Et il n'a pas l'album de Dr. Dre, The Chronic, parce que ça va être restitué à Dr. Dre. Je crois l'année prochaine, parce que ça fera 30 ans. Et je crois que tu as une loi aux States qui fait que 30 ans, ben voilà, tu récupères tes droits. Tes ayants droit, après 30 ans, ils récupèrent les droits des musicaux. Donc Dr. Dre, lui, va patiemment attendre pour récupérer son The Chronic. Mais, donc c'est un super move. Donc je crois qu'il s'est associé à Ario. Si Ario, c'est comme ça s'appelle, c'est un des fondateurs du premier Death Row à l'époque. Suge Knight allait chercher des fonds à Rio. Je crois que c'est un vendeur de drogue, un gros dealer de drogue qui a été arrêté d'ailleurs, qui est sorti de prison il n'y a pas longtemps. Donc là, il s'est réassocié avec Rio pour l'histoire, en fait, pour marquer le coup. Après, je sais pas comment ça s'est passé au niveau des investissements, qui a investi le plus, etc. Donc, je pense que ça reste Snoop. Mais voilà. Donc, c'est un gros deal, c'est un retour à l'envoyeur pour Snoop. C'est un pied de nez parce que faut savoir que quand Snoop il était chez Death Row, il avait un putain de contrat tout pourri. Donc, quasiment, il n'était pas payé, il n'avait pas ses royalties. Les royalties étaient au nom de Suge. Donc, après, on va reparler de ça aussi. C'est un peu dans le côté business. C'est un truc qui suit les renois aux États-Unis sur les mauvais contrats de beaucoup d'artistes. On peut parler déjà de l'époque de la Motown, là chez Death Row, chez même à l'époque Dr. Dre chez Ruthless. Sauf que les gars ils apprennent pas, c'est-à-dire qu'ils répètent les mêmes erreurs en fait. C'est-à-dire que Dr. Dre il était chez Ruthless, il y avait un problème, Ice Cube il s'est barré de NWA parce que justement les thunes n'étaient pas, les contrats étaient mauvais. Donc au début, il a dit à Dr. Dre, Dr. Dre il est resté un petit peu, il a vu qu'il se faisait arnaquer, il est parti, ils ont créé Death Row. Bon, donc Dr. Dre c'est pas un businessman, enfin c'était pas à l'époque, en tout cas maintenant c'est devenu un businessman, mais à l'époque c'était pas un gros businessman. Et lui, ce qui l'intéressait c'était le côté artistique, donc toute la partie business était Suge Knight, c'était lui qui s'occupait de la partie business.
Mais sauf que Suge Knight, il a fait des vieux contrats aux premiers artistes. À part à Dr. Dre, forcément, il avait 50% de Death Row. Mais à Snoop et tous les autres, il avait des vieux contrats. Ce qui fait que quand il y a eu The Chronic qui a pété, Snoop, il était toujours pauvre en fait. Snoop était toujours pauvre. Doggy Style aussi, pareil. Il était toujours pauvre. Donc voilà. Et ensuite, Snoop, quand il a eu son propre label, alors lui aussi, il s'occupait peut-être pas du côté business, mais après quand il a fait Daysiders et tout ça, il a produit Daysiders, ils ont vendu 1 million de disques, et ben ils leur a fait des vieux contrats aussi, donc ça a créé des embrouilles avec Daysiders, notamment Trey D qui est venu chez lui, il a voulu tirer dessus et tout ça, bref, Snoop a pris la fuite, il y a eu des échanges de tirs avec son garde du corps, enfin bref, donc j'espère que là il va mieux gérer le côté business avec le nouveau Death Row, parce que c'est vrai qu'ils n'arrêtent pas de répéter les mêmes erreurs, et de faire des vieux contrats aux artistes, alors que eux-mêmes c'est des artistes. Donc voilà, j'espère que ce côté-là sera bien résolu chez Death Row. Sinon, on va faire un petit peu l'historique, ce que je viens de faire un petit peu, mais plutôt côté artistique de Snoop chez Death Row. Snoop chez Death Row, c'est quoi? Donc, on va revenir sur la constitution. C'est Dr. Dre qui se barre et qui dit aussi, avait un garde du corps qui s'appelait Suge Knight. Il leur a dit voilà, venez, on se barre de chez Easy parce qu'on est mal payé, ils nous arnaquent. Donc on fonde notre propre label. Donc il s'associe, Dr. Dre s'associe avec J.O.C. et Suge Knight donc pour créer Death Row. Donc Dr. Dre est censé s'occuper de la partie artistique et Suge Knight de la partie business. Donc il faut des fonds, donc ils vont chercher à Rio pour mettre les premiers sous et je crois qu'ils créent un premier label qui n'est pas encore Death Row, qui s'appelle pas Death Row, qui s'appelle Solar Records ou un truc comme ça. Bon, je vous invite à aller voir des vidéos sur le sujet, parce que voilà, moi c'est de mémoire que je vous dis ça, je vais pas dire trop de conneries, mais voilà, c'est un bail comme ça. Ensuite, Ario il va en prison, et puis Suge Knight il le vire un petit peu du truc, et grosso modo ils font Death Row Records, voilà, ils s'associent avec Interscope pour sortir les disques. Donc le label c'est Death Row. Premier projet donc sur lequel il travaille. On va revenir aussi sur comment Snoop et Dr. Dre se rencontrent. Donc il faut savoir que Warren G, qui est un ami d'enfance de Snoop, ils vont au lycée, à l'école ensemble. Et ils ont créé un groupe qui s'appelle 213 avec Nate Dogg, Snoop et Warren G qui était le DJ. Snoop il faisait des battles, mais c'était pas des battles comme on les connaît aujourd'hui, hein. C'est celui qui freestyle le mieux, donc c'était des freestyles. Hop, Snoop il rappait beaucoup en impro. C'était pas des textes, mais c'était beaucoup d'impro. Warren G lui disait tiens, rappe sur tel truc, et puis il sortait de sa tête. Donc il était très très doué en freestyle. Il faut savoir que Warren G, du coup, c'était le demi-frère de Dr. Dre, mais il n'y a aucun lien de sang. C'était juste que la mère de Dr. Dre, à un moment, était avec le père de Warren G. Donc pendant un moment, ils ont vécu ensemble. Warren G traînait beaucoup avec Dr. Dre à l'époque de NWA. Il allait au studio, donc il voyait un peu comment ça se passait, l'envers du décor. J'ai vu une interview d'un mec d'Above the Law qui disait que Snoop a failli être d'abord signé, que Above the Law voulait le signer. Donc ça c'est une rumeur, hein, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il disait, parce que comme Warren G allait au studio, Snoop venait de temps en temps et freestylait. Donc voilà, pour eux Snoop c'était juste un freestyler, c'était pas encore un rappeur accompli. Mais en attendant, à côté de ça, Snoop il faisait ses trucs, il faisait un truc avec 213. Mais voilà, ça leur rapportait pas de thunes, donc Snoop, lui, il a commencé à dealer de la drogue, à faire des conneries dans la street. On connaît les bails à Los Angeles, hein, donc lui, il vivait à Long Beach, donc c'est en périphérie de Los Angeles, c'est un quartier de Crips. Et du coup, lui, c'était East Side Long Beach, donc il y a le West Side, il y a le North, et c'est des coins qui s'entendent pas, hein, si j'ai bien compris. Enfin bref, donc il faisait sa truc, il a fait il avait moins de 21 ans, donc il allait en prison, il a fait un petit aller-retour en prison, mais voilà. Donc ils ont fait une démo que Warren G a donnée à Dr. Dre, puis il y a l'histoire de l'anniversaire, tout ça, donc voilà, et Snoop est venu freestyler. Et puis allez, ils ont commencé, dès qu'il a compris Dr. Dre qu'il y avait du talent, parce que je pense que Warren G lui en parlait souvent, mais vas-y, Dr. Dre, il n'avait pas le temps d'écouter. Et là, il avait vraiment écouté, donc ils sont partis en studio, ils ont fait Deep Cover, ils ont fait G-Fang, et puis voilà, c'est parti. Donc ils ont bossé sur le premier album, ils ont fait Deep Cover, 187 on a Undercover Cop. Donc voilà, ils ont fait Deep Cover et puis après ils sont partis travailler sur The Chronic.
Sachant que The Chronic, ça vient en fait du fait que Snoop et tout ça, ils venaient ramener de l'herbe tout le temps, ils avaient à peine 20 piges, ils fumaient comme des pompiers, laisse tomber. Et ça part de là, parce que comment ils appelaient ça? Ils appelaient ça The Chronic. Que l'herbe que ramenait, la weed que ramenait Snoop au studio, donc voilà, c'était à peu près ça quoi. Et ils ont travaillé sur ça. Snoop dit aussi, ils ont écrit quasiment tout l'album à eux deux, plus aidé. En fait, ils avaient une team quoi, c'était une team, donc c'était un effort de guerre. Avec Dr. Dre en superviseur, en producteur, les gens confondent beatmaker et producteur. Donc c'est vrai que dans cet album, The Chronic, beaucoup d'inspiration et d'idées viennent de Warren G, viennent de Daz Dillinger, Dat Nigga Daz. Mais c'est ce qui faisait sonner le truc, ce qui rassemblait tout, qui disait bon on coupe ça et on garde ça, c'est Dr. Dre. Donc c'est le maestro comme on dit, c'est le chef d'orchestre. Même s'il n'a pas eu forcément toutes les idées, c'est lui qui a harmonisé tout ça et qui en a fait un truc. Et puis lui, il avait l'oreille. Donc il s'est dit, ah ouais, t'as raison, cette partie-là, je vais prendre ça pour faire ce beat-là. Je vais prendre ce partie-là pour faire ce beat-là, etc., etc. Donc effectivement, tout ne tient pas de Dr. Dre, les lyrics ne viennent pas de Dr. Dre, il y a des idées, mais la cohésion, celui qui faisait ça avec Maestria, c'est Dr. Dre. Voilà, le problème, c'est que justement, à l'époque, il ne donnait pas les crédits. C'est-à-dire que tout est écrit, produit par Dr. Dre, alors que maintenant, si tu regardes l'album de Dr. Dre, ça a été écrit, produit par Dr. Dre et Melman, produit par Dr. Dre et telle personne. Voilà. Aujourd'hui, on donne les crédits aux gens qui leur sont dus, quoi. Alors qu'avant, tu mettais d'où Dr. Dre, parce que Dr. Dre avait un gros nom, il avait déjà produit des bangers avec NWA, donc c'était l'image de marque. Donc il fallait que ça soit écrit, produit par Dr. Dre. Chronic est sorti, un carton, comme je l'ai dit, ils ont commencé à travailler sur l'album Doggy Style. Pour moi, Doggy Style, c'est The Album. Pour moi, c'est l'album qui a lancé la G-Funk, le gangsta, The Chronic a ouvert la porte. Et les gens, quand ils ont vu The Chronic, ce qu'ils kiffaient, c'était Snoop et les prods de Dr. Dre. Et ben là, tu avais Snoop et les prods de Dr. Dre réunis avec encore un autre level. Parce que dans The Chronic, il y a une semi-influence. Il y a moitié hardcore boom bap, un peu influence new-yorkaise qu'on retrouve sur quelques instrus, avec des synthés, des synthés de funkadelic. Donc il y avait un mix entre les deux. Puis là, sur Doggy Style, les gros sons new-yorkais, quand même, ça commence à s'effacer au profit de 100% G-Funk. Bon, allez, 90%, parce qu'il y a encore des comme Bam Bam, Bam Blam, Blam de Tempo, donc ça reste encore un peu celui-là, un peu boom bap speed. Et ce qui est arrivé Snoop, c'était sa nonchalance, sa voix smooth, sa dégaine, et qu'il a travaillé plus pour, à partir de Doggy Style, même sur The Chronic, à partir de Deep Cover, tu sens un petit gars un peu timide. Puis après, tu vois Nothing But G-Fang, où il commence à se sentir à l'aise. Et puis, il a trouvé totalement son style sur Doggy Style. Il était le plus à l'aise, il a freestylé des morceaux. Donc, pour moi, c'est un de mes albums préférés de tous les temps. C'est ça qui m'a mis sur la West Coast, le son de la West Coast, que j'ai kiffé, quoi, que j'ai pu lâcher. Donc, moi, je suis gros fan de la West Coast. J'ai toute la collection des albums quasiment de Death Row, de Snoop. Donc, voilà, je suis un gros fan, je vais pas vous mentir. Même si je kiffe aussi le son de la East Coast, hein. Bref, je suis un gros fan de hip-hop. Mais voilà, la West Coast pendant longtemps, moi je suis parti chercher après comment ça a influencé des années 90 à 97. C'était... moi j'écoutais 80% de West Coast, j'ai cherché des sons pas connus parce que ça a ouvert la porte, tout le monde voulait son gars de Long Beach, tout le monde voulait son gars de West Coast, ça a ouvert la porte à la West Coast pendant un moment, la preuve, Def Jam, après ils ont signé Warren G parce qu'il leur fallait un mec G-Funk, il fallait un gars de la famille, il fallait un gars Westside, il fallait un gars de Long Beach, donc, et puis il a fait un classique aussi. Bref, tout ça pour dire que c'est Doggy Style. En même temps, il y a son histoire il parlait de Murder Was the Case et en même temps, il avait vraiment une histoire de meurtre. Quand t'es jeune, t'écoutes ça, tu te dis putain, c'est des ouf au state. Tu crois que ça tire à tous les coins de rue. Le mec, on croit que c'est Snoop qui a tué le mec du gang adverse. Et en même temps, Suge Knight, il leur faisait du sale puisqu'il leur donnait pas de thunes. Il leur donnait une maison, mais c'était au nom de Suge Knight. Il leur donnait une caisse, mais c'était au nom de Suge Knight. Et dès qu'il disait ouais, where's my money, il leur donnait un petit billet genre pour les endormir, et puis après, puis voilà quoi. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Tupac dans Death Row, donc à un moment donné, Death Row c'était je crois le plus gros label, le plus dangereux. T'avais Tupac, t'avais Dr. Dre, t'avais Snoop sur le même label.
plus les autres Dogg Pound qui ont vendu des albums, etc., plus Suge Knight aux manettes, plus les Crips et les Bloods mélangés, sachant que c'était quand même les Bloods qui tenaient, donc ça devenait aussi un peu l'enfer en termes de... Ça devenait trop ghetto, ça devenait dangereux après Death Row. Plus la guerre East Coast, West Coast, Bad Boy, Death Row, Tupac, Biggie, bref. On sait comment ça s'est terminé, on va pas revenir sur l'histoire. Snoop il a voulu quitter Death Row, donc il n'y avait plus Tupac, plus Dr. Dre, plus Snoop. Après, il restait qu'à un moment donné Dazzy Ninja, après il y avait Corrupt, après ça s'est effondré, Suge Knight était en prison. Et puis Suge Knight, il n'avait pas le côté artistique de Dr. Dre. Déjà, dès que tu perds Dr. Dre dans Death Row, c'est une grosse perte. Plus Tupac qui est mort, donc, et puis Snoop qui se barre, donc oui, c'était fini Death Row. À partir tu prends les 3 grosses têtes, déjà les 2 premières grosses têtes, ceux qui ont mis vraiment Death Row, c'est Dr. Dre et Snoop. Dr. Dre se barre, t'as plus le son de Dr. Dre, bon t'avais encore Tupac l'icône, etc. Mais déjà artistiquement tu perds un gros quand tu perds Snoop, quand tu vois qu'il a produit The Chronic, et sur les 3 plus gros succès de Death Row, t'en as deux qui sont produits entièrement par Dr. Dre. Donc j'adore Tupac aussi, ça fait partie de mes 2 artistes préférés, c'est Tupac et Snoop. Ça fait partie de mes 2 artistes préférés. C'est pas les meilleurs MC, c'est pas les meilleurs rappeurs, les plus techniques, etc. Mais voilà, ils ont chacun apporté Tupac par son implication émotionnelle dans chaque mot qu'il disait. Donc j'ai retrouvé aucun rappeur dans ce style-là. T'as Snoop qui est Snoop, je te dis, qui a fait passer le gangstérisme en même temps en le rendant cool. En rendant cool le gangstérisme, en glissant, en rendant ça smooth, et comme certains disent, il rappe des trucs durs, mais de façon toute cool. Donc ça c'est Snoop, le Snoop qu'on aime, sur des beats de Dr. Dre. C'est pour ça que le 2e album de Snoop chez Death Row, alors ça reste un bon album de Snoop, mais beaucoup moins impactant parce qu'il y avait plus de Dr. Dre, il sortait de son histoire de meurtre, il a été acquitté, et puis même dans son style, dans sa façon de rapper, il a voulu changer de style, et c'était, si vous comparez, même juste sans comparer les prods, écoutez les morceaux, la façon de rapper, il avait changé de façon de rapper. Et du coup, ça aussi c'est moins bien. Parce que même sans Dr. Dre, Snoop il l'a prouvé, il peut faire des hits, il peut faire des trucs, et ça reste lourd. Mais quand il rappe, comme il a rappé, il est revenu après à rapper un peu plus comme à ses premiers jours. Et puis il avait perdu sa hargne. Souvent, le premier album, t'as toute ta hargne, t'as tout ton truc. Et puis après, voilà, il y a les thunes, il a le succès, donc tu perds un peu ta hargne. Mais ça reste des bons albums après, voilà. Donc l'ère Death Row se termine avec The Dog Favor pour Snoop. Et puis là, il revient, comme je l'ai dit, avec le rachat, avec tous les problèmes qu'il a eu avec Suge. On l'avait déjà appris qu'il avait fait la paix avec Suge Knight. Mais voilà, il n'avait pas gagné beaucoup de thunes avec Death Row en fait. Il avait gagné du succès d'estime, il avait gagné des connaissances, mais il n'avait pas gagné beaucoup de thunes. Alors que c'est dingue, hein, il a écrit la moitié de The Chronic, qui a vendu au moins 5 ou 6 millions d'albums. Il a vendu Doggy Style, il a écrit Doggy Style, qui a vendu au moins 4 ou 5 millions d'albums à l'époque. Et il n'a quasiment pas touché de thunes pour ça. Là, il va peut-être enfin gagner des thunes avec Death Row, alors qu'il n'en avait pas gagné à ses débuts. Et c'est dingue quand c'est comme si toi tu rachètes la première boîte qui t'a employé, tu la rachètes aujourd'hui. T'as tellement pesé, t'as tellement percé, t'as tellement réussi, et pourtant voilà, tu rachètes ta boîte. Donc c'est un move de ouf. Donc voilà, ça c'était pour faire l'historique sur Snoop et Dr. Dre. Il y a tellement de choses à dire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but de la vidéo. C'était juste pour dire voilà, le move qu'il a fait Snoop, c'est fort. Maintenant Snoop il est passé de ce petit jeune gangster à un homme d'affaires, et sa meilleure marque, c'était lui-même, c'était Snoop Dogg, sa marque. Ce qui vendait le mieux, c'était ça. Il faisait des pubs pour tout, il a fait les feats avec toute la terre entière. Il fait des émissions de cuisine, des jeux. Donc sa meilleure marque, c'est lui. Maintenant, là, il a une vraie marque entre les mains, à part lui-même, parce qu'il ne faut pas se mentir, en tant que producteur, il a eu The Daysiders qui a vendu 1 million. Après, les autres artistes qu'il a produits, c'est pas trop ça. Il n'a pas pu les amener à un niveau, parce qu'il faut toujours qu'ils se mettent en avant avec les artistes. Snoop présente machin, Snoop présente. Ça n'a pas toujours super bien fonctionné, cette formule-là. Et ensuite, il essaye toujours de faire des groupes. Il a fait Daysiders, il a du mal à produire des gens en solo. Donc là, j'ai vu qu'il va pour justement Death Row, il va sûrement remettre des anciens.
des anciens rappeurs, mais il faut qu'il trouve des nouveaux talents. Et cette fois-ci, il faut qu'il arrive à aller avec la marque Defro. Là, il a une marque sans se mettre en avant forcément Snoop, mais juste en mettant la marque Defro. Donc là, c'est un smart move, comme on dit, c'est un pas intelligent. Il n'a plus besoin de se mettre en avant parce qu'il faut se dire ce qui est vrai. En termes d'albums, Snoop, ils vont plus. C'est comme je l'ai dit, c'est sa marque, lui, c'est sa personnalité qui fait qu'il marche encore et que c'est un des personnages un des rappeurs les plus connus et un des personnages les plus kiffés parce qu'il est cool. Oncle Snoop. En termes de musique, il fait de la bonne musique. Hein. Moi, je continue à écouter sa musique et il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que je kiffe, c'est qu'il arrive à faire toujours de la bonne musique aujourd'hui. Mais c'est clair que c'est plus le Snoop d'avant. La moitié de ses sons, c'est pas lui qui écrit les textes. Donc voilà, c'est plus un entertainer qu'un rappeur aujourd'hui. C'est un businessman et voilà. Et avec une marque comme ça, c'est un move de businessman, c'est un bon move. Maintenant, j'espère qu'il va produire des bons gens. Je sais qu'il a créé une ligue de producteurs qui s'appelle Legend of Boom, je crois, où il a pris tous les producteurs avec qui il travaille. Je crois il y a Notes, il y a Battle Cat, High-Tech, Warren G, Superfly, plein de producteurs West Coast et d'autres. Il a créé une sorte de roster de producteurs pour produire, j'espère, les albums de Defro qui sont à venir. Donc on verra ce que ça donne. J'espère qu'il va produire bien sûr les anciens, les Dog Pound, les Geoffrey. J'ai déjà vu qu'il fait des tournées. Et je sais qu'il y a un album qui arrive avec E40, Ice Cube et Too Short. Donc est-ce que ça sera sur Defro? Peut-être qu'ils attendaient, parce qu'ils ont repoussé, je pense que l'album il est déjà fini, mais ils attendaient peut-être ce move-là. Peut-être ça va être aussi un album qui va mettre en lumière Defro. Mais j'espère qu'il va mettre des nouveaux. Il était avec Def Jam déjà, le dernier projet Def Jam, il a mis plein de nouveaux en avant, plein de jeunes. Donc on va voir si ça va continuer sur cette lancée-là. Allez, on va passer maintenant à la partie où on parle de l'album de Snoop, Back on Defro. Allez, c'est parti. On va regarder la tracklist. Donc déjà, moi je peux vous dire que j'ai bien kiffé cet album, Back on Defro. Franchement, c'est un album qui s'écoute bien produit dans l'ensemble. Alors le problème de Snoop et de ses albums, c'est qu'ils souvent, ils sont un peu trop longs. C'est-à-dire qu'il y a à boire et à manger dedans. C'est-à-dire qu'il y a des bons morceaux aussi. Il gagnerait s'il ferait des albums plus courts. Et des fois, il veut trop satisfaire tout le monde, la boulangère, la crémière, le boucher. Donc du coup, il te fait des trucs à l'ancienne, des trucs West Coast, des trucs un peu boom bap. Après, il se fait plaisir. On sait très bien que lui, c'est juste pour justifier des tournées. C'est en tournée que les gars comme lui, ils gagnent des thunes. C'est pas... D'ailleurs, il a une boîte, il organise des tournées, des concerts maintenant aussi. Snoop, c'est vraiment un homme d'affaires. Il organise des concerts, il prend des anciennes stars de R&B, de rap et tout ça. Il fait des grosses tournées comme ça. Et c'est sympa. Donc, on va commencer. Le premier morceau, c'est Still Smoking. Alors, sur ce morceau, produit, donc c'est une reprise de l'intro de The Chronic. Et c'est un remix fait par Battle Cat, si je ne me trompe pas. Et du coup, il a accéléré un petit peu le son, il a rajouté des petites trompettes, mais c'est la même intro, et puis il rappe dessus. Franchement lourd, bonne idée d'intro, parce que déjà, l'intro de The Chronic, elle est légendaire. Et là, il l'a refaite en rappant dessus, donc franchement, Still Smoking. Donc ouais, c'est lourd. Deuxième morceau, c'est Gunsmoke. Gunsmoke, je crois que c'est produit par High-Tech. Donc là aussi, ça fait une double petite intro, je crois qu'il fait qu'un couplet. Une prod de High-Tech. Moi j'aime bien quand Snoop il bosse avec High-Tech. High-Tech qui travaillait beaucoup avec Talib Kweli, mais qui vient de Cincinnati. Mais là, depuis l'époque de Diesiders, il a fait des prods lourds pour Snoop. Je kiffe quand ils travaillent tous les deux ensemble. Ensuite, il y a Coming Back featuring October London. Et franchement, je crois que c'est produit par Battle Cat aussi. Bon son funky. Franchement, super lourd ce son. Donc pour jusqu'ici, c'est un sans faute. Ensuite, il y a Sandwich Bag, que j'aime bien aussi. Un bon son. Et enfin, tu as Conflicted featuring Nas. Franchement, je crois que c'est le bijou avec Coming Back. Coming Back, c'est les deux bijoux pour moi de cet album. Conflicted, tu sens que ça doit être écrit par Nas, hein, je pense, on va pas se mentir. Je pense que ça doit être écrit par Nas. Nas fait le refrain, High-Tech à la prod. Et franchement, ce morceau, il est bon. Donc là, tu fais de là jusqu'aux 5 premiers morceaux, franchement, quasiment un sans faute. Franchement, du bon Snoop, un peu vénère, qui rappe, avec des bons featuring, des bonnes prods. Franchement, l'album, il commence super bien. Ensuite, tu arrives sur Daddy. Voilà, déjà, Daddy, c'est moins mon trip. C'est avec featuring Emo Trap. Donc ouais, j'aime moins ce morceau.
Et ensuite, tu as Doggy Stylin, je crois que c'est produit par Superfly. Et franchement, la prod, j'aime bien l'atmosphère de la prod. La prod en elle-même, elle est pas ouf. Mais là, Doggy Stylin, il se rappelle, il parle de l'époque où justement il a écrit Doggy Style et l'effet que ça a eu sur lui et sur le monde, Doggy Stylin. Franchement, super lourd. J'aime bien ce morceau. Comme je dis, encore une fois, pas par la prod, mais par l'atmosphère qui est creep, qui est gangster, qui est bien pesante. Ensuite, il y a Creepy Enthusiasm. J'aime bien ce morceau, il a repris, je sais pas c'est quoi le sample là, mais un sample bien cramé. Mais tu te dis, voilà, il a rappé dessus, bon, c'est sympa, c'est marrant. Ensuite, il y a Got to Keep Pushing, featuring T.I. et Sleepy Brown. Sur un des derniers albums de T.I., il y avait un featuring avec Snoop où ils avaient repris G-Dup, produit par Battle Cat. Et là, ils ont pris Got to Keep Pushing aussi, c'est un sample bien cramé, mais voilà, c'est un bon petit morceau sympathique qui s'écoute bien. Outside Bolt. Alors attendez, il faut que je me réécoute ça. Ouais, Outside Bolt aussi, il se rappelle un peu du passé, j'aime bien ce morceau aussi, franchement il est cool. Ensuite, il y a Outside the Box avec Nate Dogg, produit par Battle Cat. Dans le clip, il y a le fils de Nate Dogg. Alors Snoop lui a donné une chaîne, est-ce que ça veut dire qu'il va signer chez Death Row? Alors c'est clair qu'il a le même timbre de voix, mais je suis désolé de dire ça, mais il n'a pas le talent en tout cas parce que ce qui faisait la force de Nate Dogg, c'était effectivement sa voix atypique. Et donc il avait une voix il chantait dans les chorales et tout ça, dans les gospels, mais aussi sa capacité à trouver des airs qui te restent dans la tête. Il trouvait des airs, alors souvent des refrains, hein, il était plus fort en refrain, King of Hook on l'appelait, effectivement, super fort en refrain. Et il avait cette capacité à trouver des airs. Et pour l'instant, ce que j'ai entendu de son fils, il a certes le même timbre de voix, donc on a un petit timbre familier. Par contre, au niveau des airs, faut qu'il taffe encore. Donc on va voir ce que ça peut donner avec chez Nate Dogg, avec Snoop. Ensuite, on a le morceau Jersey in the Rafters, featuring. Featuring The Game. Donc Jersey in the Rafters featuring The Game. Pas mal, c'est pas mal. Ce morceau, il s'écoute bien. J'ai bien kiffé. The Game, il y va vénère. Et puis j'ai vu les récentes sorties de The Game sur le fait qu'il n'a pas été au Super Bowl. Et bon, il a un peu le seum. Ça peut se comprendre aussi, mais en même temps, comme quand j'entends, il dit genre Kanye West a fait plus en 2 semaines pour moi que tout Dr. Dre dans ma carrière. Là, mec, faut arrêter. Faut arrêter, je sais pas ce qu'il prend, faut arrêter. C'est dommage. Parce que sans Dr. Dre, clairement, The Game, jamais il est dans G-Unit et jamais il sort d'album en fait. Et puis son album produit par Dr. Dre, jamais il fait 2 millions. Donc faut arrêter de lui dire ça. Ensuite, Pop Pop featuring DaBaby, j'aime bien le morceau. Alors le couplet de Snoop est pas ouf, mais la vibe du morceau, même si c'est pas trop mon style, il s'écoute bien, tu te laisses aller. Ensuite, il y a Catch a Vibe featuring Aidon. Alors Aidon, ouais, c'est un gars qui était déjà présent sur la compile Def Jam là qu'il a fait Snoop. Ouais, non, c'est un petit jeune qui moitié chanté, rappé là. Ouais, donc c'est pas, le morceau est pas naze, mais c'est pas ouf non plus. Voilà, ça se passe. It's in There featuring Uncle Murder, j'aime bien, c'est pas mal, j'aime bien l'approche. Je suis pas un fan de Uncle Murder, de sa façon de rapper, mais le morceau est bien. We Don't Got Worry No More avec featuring Wiz Khalifa. Pour une fois qu'ils parlent pas de bœufs les deux, mais voilà, ça va, ça s'écoute. Get This Dick featuring Lil Duval. Donc c'est les petits morceaux qu'il aime bien faire avec Lil Duval. Il y en a un qui a bien percé, c'est Ma Best Life, je sais plus comment il s'appelle le morceau. Voilà, ça s'écoute, c'est rien de ouf non plus. Et enfin, Snoopy Don't Go featuring October London, pardon. Je pense que October London va être signé chez Death Row, mais lui c'est un artiste R&B. Mais voilà. Donc on va dire une première moitié d'album franchement pas mal, à part et puis après la fin, bon voilà. Il a fait moins long que d'habitude, il a fait 18 morceaux, mais voilà, donc c'est pas. Snoop ne fera plus de classiques, mais il arrive enfin à accorder des morceaux qui sont lourds, comme je l'ai dit, pas Creepy Enthusiasm, Conflicted, Surgery Bank, Coming Back, même l'intro, tout ça, donc. Bien entouré, Snoop est capable de faire un bon album s'il réduit et de faire même un album lourd.
je pense. Donc je pense que oui, il a encore du taf pour lui, mais maintenant moi ce que j'espère de voir c'est voir ce qu'il va faire avec Defro. C'est ça qu'on attend tous. En tout cas, Back on Defro, c'est un bon album qui s'écoute, pas inoubliable. Je pense que les 5 premiers morceaux, franchement, c'est des tueries. Après, ça baisse en intensité, ça part un peu dans les autres sens et tout ça. Même s'il y a encore quelques belles morceaux comme Pop Pop qui s'écoutent bien, et puis même le morceau avec T.I. et The Game qui s'écoutent pas mal aussi. Mais c'est déjà plus du réchauffé, on va dire. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur Snoop, Back on Defro. Ils ont tué le Super Bowl. Il a fait un bon album, il a fait un smart move en rachetant Defro. Et moi, en tant que supporter de Snoop, je ne peux que apprécier et adhérer ça. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire artistiquement. J'espère qu'il va prendre des gars un peu plus variés, un peu faire comme tu dis, varier un peu la. Pas prendre que des gangsters pour prendre des anciens, des gangsters, pas prendre que des Crips pour prendre des Crips, pas prendre que ces anciens gars, les Zadak Pound, les Warren G, tout ça, même s'ils doivent être dans la boîte pour gagner ce qu'ils n'ont pas gagné à l'époque de Defro. Mais voilà, j'espère qu'il va réussir à ressusciter ce label-là, en faire quelque chose. Je sais qu'il joue aussi sur les NFT, parce qu'il gagne beaucoup de trucs dans ce monde-là, avec les NFT, puis dans le metaverse, là, machin. Mais nous, on veut du vrai son, on s'en fout que ce soit dans le metaverse ou dans les trucs des NFT. Ça, c'est bien parce qu'il gagne des thunes, mais il faut sortir des bons artistes. Et j'espère qu'avec Defro, il va enfin sortir, parce que depuis Daysiders et des Doggy's Angels, on peut pas dire qu'il ait mis beaucoup d'artistes en avant. À part lui, comme j'ai dit, sa marque la plus forte c'était Snoop Dogg, c'est sa propre marque. Maintenant j'espère qu'il va réussir avec Defro, avec la marque Defro, mettre en avant des autres artistes et pouvoir perpétuer, parce que le Defro on le retient aussi pour la qualité de ses albums. Il y a au moins 3 ou 4 classiques chez Defro, de The Chronic, Doggy Style, All Eyes on Me, Dog Food, pour moi c'est un classique, et Machiavelli, les albums, et puis même les musiques, les compiles de films, Above the Rim, classique, et puis Murder Was the Case aussi. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Voilà, c'était mon avis, même si vous ne me l'avez pas demandé. Allez, je vous souhaite une bonne putain de journée, et à bientôt.